Bonjour à tous et ravi de vous retrouver donc pour un nouveau live DeFi. Donc, contrairement à ce qui avait été annoncé, et désolé pour ça, ce ne sera pas le marathon réflexeur, comme je vous l'avais dit sur Twitter, mais c'est pas pour autant que on va pas bien s'amuser, puisque je me suis dit qu'on allait partir sur un sujet plus centré sur la gouvernance, en fait, pas spécifique à un protocole en lui-même, même si, bon, soyons honnêtes, si on parle de gouvernance, notamment au niveau euh, des applications DeFi, on va plutôt parler de ce qui se passe au niveau de l'écosystème Curve. Mais l'idée, c'est voilà, d'aller euh, comme d'hab, comme vous le savez bien, soit je vous fais, généralement, soit je prends un sujet et je fais disons la verticale, je creuse, soit j'aime bien plutôt avoir une perspective, essayer d'avoir une discussion plus horizontale, essayer de comprendre ce qui se passe sur une thématique et les différentes approches et les différents enjeux. Et donc là, c'est plutôt ce type de plan que je vous propose aujourd'hui, euh, où donc on va parler. En fait, ça a été inspiré, pour ceux qui l'ont écouté, je vais vous mettre là. J'ai écouté ça aujourd'hui déjà 2 fois. Et c'est vraiment intéressant à plein de niveaux. Donc d'une conversation que Vitalik a eue avec les gars de Bankless, qui s'appelle justement, c'est pratiquement comme ça que j'ai appelé le live moi aussi, qui s'appelle en anglais donc Beyond Coin Voting Governance. Donc en gros, dépasser le modèle de gouvernance tokenisée, c'est comme ça qu'on pourrait le traduire, c'est un peu barbare, mais derrière, vous comprenez bien, la discussion en gros, c'est comment dépasser le modèle le plus basique, qui est aussi de très loin le plus courant aujourd'hui, qui est le un token, un vote sans filtre liquide, et qui vient avec certaines conséquences. Euh, D'ailleurs, dans le podcast, c'est un peu discuté tout ça, et c'est assez intéressant, même au niveau, par exemple, d'un point de vue plus, disons, système, quel est l'impact des whales. Euh, et il y a des perspectives intéressantes là-dessus. Mais voilà, donc nous, on va plus aller un peu plus large sur comment, comment les gouvernances sont en train d'évoluer. Et, et ouais, vous doutez un peu d'où on va finir, mais franchement, si vous avez le temps aussi après, je vous recommande d'écouter donc le fameux podcast, je vous l'ai mis là, ouais. Parce que les positions de Vitalik sont vraiment intéressantes, comme d'habitude, hein, mais il y a aussi des trucs qui sont un peu surprenants. Euh, et en fait, par exemple, je suis pas sûr qu'il soit à jour sur la boucle convexe, Votium, Curve, Paladin, Bribe CRV. Et parce qu'à un moment donné, dans la conversation, il mentionne l'idée des bribes et il parle d'un APR de 1% dans son concept théorique du bribe. Euh, pour ceux qui ont été bribés sur Bribe CRV, vous avez bien compris qu'on parle plutôt d'un chiffre qui a un ou deux zéros derrière ça en réalité, euh, dans cette situation-là en tout cas. Donc c'est pour ça, mais bon, je pense qu'en fait tout simplement, et je vais finir l'intro comme ça pour qu'on se lance dans la discussion et bonjour à tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. Euh, En gros, donc pour ceux qui parlent anglais, je vous recommande le podcast de Vitalik parce que lui, il va plus parler au niveau vraiment L1, au niveau de protocole, Ethereum, du protocole là où sont décidées les choses, quoi. Moi, bon, on va en parler un peu, notamment si vous avez des questions, hein, parce que certains des raisonnements s'appliquent aux deux niveaux. Mais disons que nous, on va plutôt parler du L2 de la gouvernance, j'ai envie de dire, qui est donc le niveau des protocoles DeFi. C'est-à-dire, par exemple, MakerDAO, qu'est-ce qu'ils décident pour leur système, Alchemix, qu'est-ce qu'ils décident, Curve, combien on met de CRV sur quel pool, et ainsi de suite. Ça, c'est de la gouvernance au niveau de protocole. Donc, ça impacte le protocole en lui-même, mais c'est important Enfin, c'est pour ça que j'appelle ça, moi, dans ma tête, L2 de la gouvernance, parce que c'est aussi impacté par les décisions du L1. Donc, s'il y a un changement de réseau sur Ethereum, vous, vous doutez bien que ça impacte bah, évidemment tous les protocoles construits sur Ethereum. Donc, c'est un peu mon schéma de référence pour penser ces problèmes-là. Euh, donc, on va se lancer tranquillement. Alors, peut-être avant ça, c'est quelque chose qu'ils font bien aussi dans le podcast, mais on va le creuser un peu plus. Peut-être rappeler aussi, parce que je vous tanne avec la gouvernance régulièrement maintenant, peut-être commencer par tout simplement pourquoi c'est important d'avoir des gouvernances décentralisées, qu'est-ce qu'on entend par ça, et bah, qu'est-ce qui se passe concrètement
si le modèle de décentralisation de la gouvernance vient à faillir, disons. Euh, donc là, encore une fois, c'est la même chose, L1 de gouvernance et L2 de gouvernance, disons, pour ce problème-là. C'est en gros, on veut des solutions où, pour le mettre simplement, dans le cas des blockchains, vous allez avoir différentes situations où, du point de vue du réseau, donc dans l'intérêt du protocole en lui-même, il faut que les utilisateurs prennent des actions ou fassent quelque chose, quoi. Donc le cas le plus classique, que vous connaissez sans doute bien maintenant, c'est le cas du staking pour sécuriser un réseau proof of stake. Dans ce cas-là, le protocole, donc disons Ethereum, a un intérêt qui est maximiser sa décentralisation et sa sécurité, à ce que les utilisateurs fassent tourner un node, donc concrètement, installent un certain logiciel sur leur machine et synchronisent avec le réseau et le maintiennent à jour avec les bons clients et n'essaient pas de faire de manipulation avec. Donc là, vous voyez que c'est un cas en gros assez évident, d'en gros où via une incitation, donc des Ethers, pardon, pour les nœuds comme ça, pas forcément, pour le nœud de staking 2.0, oui. Donc via une incitation donc des Ethers, dans le cas du staking Ethereum 2.0, on a des utilisateurs qui prennent une action. Et là, en l'occurrence, on a aussi l'autre penchant du modèle, qui on a aussi une forme de coercion, pas vraiment de coercion, mais plus pardon, le mot m'échappe, euh, de pénalité, disons, qui est que si le validateur n'est pas en ligne pendant un certain nombre de temps, ou valide des blocs qui ne devraient pas être, et ainsi de suite, il peut être potentiellement slashé, donc perdre des Ethers. Donc vous voyez, au final, en fait, moi, c'est là où ça me fait marrer, c'est que on en revient à un truc, comment t'éduques j'ai envie de dire, comment tu élèves un chien. Bah, c'est la même chose, tu as deux trucs, soit tu le récompenses quand il fait une bonne action, soit, et c'est moins recommandé et c'est moins éthique, mais tristement ça marche, tu le pénalises, disons, d'une manière ou d'une autre, quand il ne fait pas ce qu'il n'aurait pas dû faire. Quand il fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. Bah là, c'est un peu la même chose, mais à l'échelle de population d'acteurs dans un réseau décentralisé. Mais c'est marrant de voir quand même que, bah, au fond, voilà, la carotte et le bâton, la carotte et le bâton partout, c'est un peu la même sauce, ça marche, quoi. Euh, donc ça, c'est un peu les bases de comment on peut arriver à faire euh, une forme de proto-gouvernance décentralisée. C'est donc avec un réseau, un protocole X qui a des décisions à prendre ou des actions qui doivent être entreprises par les utilisateurs. Comment on y arrive? Eh ben, on met en place des incitations pour ceux qui prennent les actions qu'ils devraient prendre, ou alors même pour ceux qui aident dans la prise de décision, on va le voir dans les protocoles DeFi. Et potentiellement, si on veut être plus exhaustif, si c'est vraiment critique, par exemple, comme pour Ethereum, où il s'agit de la validation des transactions du réseau, on peut rajouter aussi le fameux bâton, on te slash si tu fais le vilain petit canard. Donc en gros, voilà, les deux leviers de base, euh, la carotte et le bâton, mécanisme de coercion. Et en fait, si on réfléchit un peu juste au niveau du réseau, ça aboutit à quoi? Donc l'incitation, c'est pour la coordination, et comment dire, et le bâton, bah, c'est une forme de rétribution, de punition pour s'assurer que dans la dimension, bah, justement comme quelqu'un le mentionne dans le chat, euh, plus du côté théorie des jeux, j'ai envie de dire, le bâton vient plus dans cette dimension-là, euh, pour s'assurer qu'en fait le réseau est difficilement attaquable, ou que s'il est attaqué, ça coûte très cher, et donc c'est pas fait, donc c'est des, euh, des idées plus de design du réseau pour qu'il soit le plus résilient possible. Maintenant, il faut aussi, notamment là, c'est peut-être que là, on va rentrer plus dans le sous-chapitre, disons, gouvernance d'un protocole DeFi, et que ça s'applique un peu moins au layer 1, euh, c'est que un autre bénéfice d'avoir une gouvernance décentralisée, et vous allez le comprendre au fur et à mesure, si c'est pas évident tout de suite, c'est le fait que vient donc vraiment protocole DeFi, pensez protocole DeFi. On va restreindre à ce champ-là parce que sinon ça devient compliqué pour moi de continuer à garder ça un peu au niveau. Eh bien, les décisions sont prises après a priori une discussion, donc ça laisse des traces, il y a une forme de raisonnement,
Il y a des argumentations qui sont faites, du pour, du contre, et après il y a un vote qui lui aussi laisse des traces, cette fois-ci quantifiables, avant d'aboutir à ce qu'une proposale donnée passe. Et donc une proposale contient grosso modo du code qui va changer quelques paramètres du protocole, comme par exemple, je sais pas moi, rajouter 5 actifs sur AV. Euh, voilà. Donc là, il faut pas. J'ai l'impression que souvent on en vient vraiment au dernier mécanisme qui est le vote on-chain et les résultats que ça incure, que ça provoque. Il faut oublier tout ce qui est en amont, et pour moi, il y a de la valeur dans ça aussi, dans le sens où il y a une transparence, ça laisse des traces. Donc, pour le mettre simplement, c'est peut-être un peu léger, mais il y a une forte forme de traçabilité, de comptabilité, disons, de la gouvernance. C'est pas alors, si vous avez assez de tokens, vous pouvez le faire, mais ça, voilà, on va le mettre comme ça. Si vous arrivez avec 1 milliard de tokens sur une plateforme et que vous votez pour faire n'importe quoi, eh bien, ça va quand même laisser des traces quelque part. Ça va se voir. Je vous dis pas que ça va pas passer, hein. Bon, après, ça dépend des protocoles. Il peut y avoir des vétos techniques ou autres, mais a priori, si vous avez assez de tokens pour faire passer un truc, ça passera. Mais il y a aussi des conséquences, par exemple, sociales à ça. C'est-à-dire, qui est ce wallet qui a fait ce merdier-là? Est-ce qu'on arrive à le reconnaître? Ah, d'accord, et ainsi de suite. Il peut y avoir tout un tas de choses qui vont se passer, outre juste euh, l'action sur le protocole en lui-même. Euh, et ça, je pense que c'est là, en fait, le point un peu, j'ai envie de dire, l'alpha qui se cache dans les détails euh, pour la gouvernance décentralisée. C'est que vraiment sur le long terme, pour moi, c'est une partie critique du nerf de la guerre, cette traçabilité de la gouvernance. Puisque, alors, c'est un parallèle un peu bizarre, mais vous allez comprendre. Pour prendre des systèmes un peu plus centralisés, mais qui ont quand même des formes d'implication communautaire, disons, comme par exemple des gros réseaux sociaux, donc des systèmes beaucoup plus matures, qui sont dans le milliard d'utilisateurs, comme YouTube ou Facebook, c'est probablement le plus gros problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est ça. Si vous allez parler aux créateurs YouTube, aux gros créateurs, hein, pas les, voilà, eh bien, en gros, leur problème, c'est ça, ils doivent faire très attention dans leurs vidéos, à tout ce qui est chansons, tout ça, pour être sûr de ne pas déclencher des procédures avec des ayants droit. Ils doivent faire attention aux sujets qu'ils traitent, pour pas que ça soit des trucs que les annonceurs ils n'aiment pas et donc leurs vidéos elles sont slashées ou ainsi de suite. Mais surtout, voilà, et là on touche le nœud du problème, c'est que quand il y a une action que YouTube prend à leur égard, euh, il y a peu de recours, et en gros ils la découvrent quand l'action arrive, et c'est généralement par là un robot, quoi. Euh, donc là, vous voyez bien que s'il y avait tout un mécanisme derrière, similaire à ce qu'on peut avoir sur une décision d'un protocole par exemple, pour déterminer pourquoi tel ou tel utilisateur a été banni ou shadow ban, ou que sais-je, toutes les différentes nuances qu'il peut y avoir, euh, ou tel ou type de contenu est autorisé ou pas. Et en fait, c'est la seule manière, pour le mettre simplement, c'est la seule manière de résoudre ces problèmes de manière euh, meilleure, c'est sûr, je vais peut-être pas dire honnête, mais meilleure, et surtout à l'échelle. Parce que une fois qu'on a cette traçabilité de la gouvernance, avec une gouvernance qui marche effectivement, ou en plus de ça, idéalement, on a des systèmes de recours potentiels quand il y a une décision qui ne correspond pas à, disons, à l'esprit du protocole, eh bien, on rentre un peu dans toute la dimension, disons, jurisprudence, quoi, qui permet vraiment la mise à l'échelle de tout ce mécanisme de gouvernance un peu plus subjective. C'est-à-dire, euh, les décisions qui ont été prises dans certains cas peuvent servir à informer les décisions pour les suivants cas similaires. Mais avec, encore une fois, voilà, toutes les traces et pas de jugement vraiment au niveau de l'expertise ou plus compliqué que ça, quoi. Un truc qui reste accessible à tous. Donc ça, c'est un des points, moi, que je pense qu'on
Voilà, c'est un peu qu'on va comprendre au fur et à mesure du développement des protocoles de DeFi. On va se rendre compte de l'importance de ça. Bon, on s'en rend déjà quand même assez compte, mais ça va vraiment prendre en signification, je pense, avec le temps. Euh, donc, si je vous parle de tout ça, comme je disais, c'est pour parler donc, de ce fameux modèle un token, un vote, qui est le modèle actuel et le modèle le plus courant, euh, qui en soi n'est pas vraiment dépassé. Et il est plutôt en fait, le scénario dans lequel on se trouve, c'est plutôt de le pousser à son extrême, si on veut être assez direct. C'est-à-dire que on en avait déjà parlé dans d'autres lives, je pense, mais peut-être juste pour faire un point là-dessus avant d'aller sur le côté dépasser, avant d'aller sur le côté justement le pousser à son extrême, le modèle à un token à vote, c'est comment dire en gros, comment on fait mieux qu'un token à un vote a priori? Bon, il y a quand même plusieurs idées qui semblent assez euh, qui détiennent pas mal de potentiel pour moi. Pas vraiment dans un ordre un ordre spécifique. Mais donc déjà, ramener de l'identité dans l'histoire. C'est-à-dire plutôt qu'un token, un vote, un membre égale un vote, une personne vérifiée égale un vote, qu'importe quel est votre critère, disons, pour devenir membre. Et notamment utiliser potentiellement des systèmes comme Proof of Humanity dont on a discuté, donc des systèmes civil résistants, des systèmes qui permettraient de s'assurer que, autant que possible, il n'y ait pas 50 personnes dans votre système qui soient en fait une personne en réalité, une personne physique. Euh, et bah là, en gros, ça c'est aller vers plus de démocratie pour justement éviter la forme actuelle qui va plutôt vers plus de plutocratie. En fait, c'est ça qui est un peu le paradoxe du modèle actuel, c'est qu'on est dans une plutocratie en toute transparence. C'est vraiment, dans le monde classique, ça serait un peu bizarre, mais en DeFi, ça passe très bien. Et moi, ça s'explique aussi par le chemin, disons, qu'on prend en termes d'apprentissage progressif au fur et à mesure que les outils se développent. Euh, donc voilà, on pourrait, première piste, ramener une couche d'identité. Vous comprenez bien que tout de suite, ça permet de casser cette logique juste numérique, combien tu as de tokens, donc combien tu pèses. Non, là, tout le monde, a priori, pèse autant. Maintenant, vous avez un système comme ça n'empêche pas de ramener une forme de quantitatif dessus, mais autre. Par exemple, je sais pas, peut-être que dans votre communauté, il y a, je sais pas, mettons, on prend une communauté type AV, il y a la Risk Assessment DAO. Peut-être que eux, vu qu'ils font un travail continu pour le protocole, leur vote vaut un peu plus. Il y a, je sais pas, les AV Grants, ceux qui ont reçu des AV Grants par exemple, qui construisent a priori des projets sur AV financés par des fonds qui viennent du protocole lui-même. Peut-être pareil qu'on veut leur donner un peu plus de. Enfin, voilà, vous comprenez qu'on peut après, même si on revient sur une base, juste on vérifie l'identité ou l'unicité de chacun participant, disons, ça c'est un, et après on donne à chacun à la base juste une capacité de vote égale à toute, pour tout le monde. Après on peut remoduler ça, mais avec des critères a priori slash idéalement plus pertinents, plus précis pour déterminer qui devrait vraiment peser le plus dans les décisions du protocole que juste bah, la capacité des gens à accumuler des tokens. Et ah ouais, c'est bien, pardon, j'ai un peu snobé le chat, mais c'est vrai que je vois des questions intéressantes. Donc, K4 là qui nous dit existe-t-il des mécanismes réputationnels qui se superposent à la détention de tokens pour pondérer le vote par des facteurs plus qualitatifs? Euh, Il y a, il y a quelque chose dans ce genre-là. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Bienvenue dans mon monde. Peut-être que quelqu'un s'en souviendra. Mais en gros, si je me souviens bien, ça va regarder un peu côté forum de gouvernance, Discord et peut-être quelques autres supports. Ça va faire une forme de score de la participation du membre. Et après, ça peut servir comme une forme de proxy, soit pour pondérer, soit pour
dans des décisions différentes, disons, ça peut être un élément de modulation en plus, disons, du vote, quoi. Pour vérifier que, bah, en gros, la personne est bien là, dans la gouvernance au quotidien et pas juste au vote, parce que ça aussi c'est un problème quand même. Et donc, bah, ça rejoint un peu l'autre idée en fait. Donc c'est parfait, tu me fais la transition. Donc je disais, la première jambe d'amélioration, c'est l'identité. On ramène de l'identité là-dedans, on peut faire tout un tas de choses intéressantes et explorer des nouvelles pistes. Pardon, pas l'identité, mais disons l'unicité de chaque membre. Et après, à partir de là, euh, on peut construire des choses. Euh, la deuxième jambe, c'est que plutôt que de partir en fait, qui se complète un peu en soi, mais disons, la première, on est vraiment voilà, sur vérifier l'unicité. Sur la deuxième, on peut plutôt, en fait, on s'en fout de si tu es unique ou si tu es qui tu es concrètement. Ce qui nous intéresse, c'est tes accomplissements, j'ai envie de dire. Donc, en gros, vraiment regarder plus du côté des actions on-chain ou des différentes preuves d'accomplissement, certificats qu'il peut y avoir. Euh, Cas le plus basique pour illustrer ça peut-être, euh, mettons par exemple que pour je sais pas moi, des governance calls, on puisse envisager que le critère d'entrée, en tout cas pour pouvoir être disons guest normal, classique, pas juste pour venir présenter quelque chose ou autre, ça serait que vous ayez utilisé le protocole, donc ça on peut le vérifier on-chain, ou même en poussant la logique d'accomplissement un peu plus loin, avec des mécanismes du style POAP, que vous avez euh, participé à tel ou tel community call, à tel ou tel événement, ou dans l'autre sens, utiliser ces POAP comme pondération au vote. Donc c'est-à-dire que, je sais pas, chaque POAP d'un community call, d'un protocole en question, vous donne légèrement plus de puissance de vote qu'une personne qui n'a pas participé au community call. Vous voyez, ça, c'est le genre de système, a priori, ça semble pas délirant de se dire que, bon, ok, les gars qui sont là au community call, ils devraient avoir un peu plus de puissance de vote. Maintenant, il faut trouver une manière de le faire de manière qui n'est pas, qui peut pas être abusée. Donc c'est là où on revient avec plusieurs couches de mécanismes qui, à la fois, euh, ont des mécanismes donc, de Sybil resistance, s'assurer l'unicité de chaque participant, et en même temps d'autres mécanismes. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. J'espère que c'était pas trop long. Euh, et à ma connaissance, ça, non, il y a pas grand-chose qui ressemble à ça à l'heure d'aujourd'hui. Il y a des petits éléments de ça ci et là. C'est voilà, vraiment, mais il y a pas de système vraiment qui correspond à ça. Alors il y en a un qui est assez proche pour être mentionné. C'est vrai. Tiens, je n'avais même pas pensé en faisant le petit plan, ça tombe bien. C'est Nance DAO. Et alors, c'est pas de la DeFi en soi, mais en fait, si, vous allez vite comprendre. Donc, eux, c'est assez simple. Je vous le mets dans le chat. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais allez, ça prend une minute et c'est une belle idée, donc je vous fais le recap. Euh, Eux, en fait, c'est donc une collection de NFT génératifs, les fameux nouns. Et ce qui se passe, c'est que chaque jour, un nouns est mis aux enchères. Et vous voyez, ils partent encore à des beaux prix. Donc, il y en a, on est à quoi? Nouns 50 maintenant, ou un truc comme ça. Et le, l'argent levé part dans la DAO du protocole. DAO qui est gouvernée par chaque non-holder, donc un NFT, un vote. Euh, donc ça, c'est une communauté assez basique, disons, mais qui quand même, du coup, alors est-ce qu'on peut voir, ah voilà, là il y a la Trésor. Vous voyez, ils ont quand même en Trésor maintenant 6600 Ethers, soit 20 millions de dollars, donc en gros les profits euh, des différentes ventes. Et il me semble qu'il y a aussi un petit mécanisme pour financer l'équipe, c'est ça? Euh, ouais, c'est ça en gros, je crois. Donc en gros, tous les 10 nouns, euh, ils se font un petit... bah, le noun du jour, il part vers... c'est quoi, c'est un multisig, c'est ça. Il part vers un multisig de l'équipe qui développe le projet et c'est leur rémunération, leur value capture à eux, quoi, aux founders. Et ça, c'est pourquoi les 5 premières années, je crois, c'est marqué.
Donc ils vont quand même accumuler une quantité de normes impressionnante. Mais après, voilà, c'est pas forcément que leur rémunération. Peut-être qu'après, ils vont la kickback dans le protocole. Peut-être que par exemple, mettons, ça pourrait être un truc assez basique, hein, mais euh, de faire une élection d'un Nounder, j'ai envie de dire, désigné honorifique, quoi. C'est la DAO de tous les possesseurs de NFT de Now qui va voter sur quelqu'un qu'ils veulent rajouter dans leur communauté qui n'est pas encore déjà dedans et qui sera donc alloué un Now parce que c'est stratégique pour eux, parce que cette personne a les compétences qui les intéressent pour tel ou tel projet. Vous voyez, ça peut faire des mécanismes assez pertinents. Donc c'est à suivre définitivement, à voir ce qu'ils vont faire. Et c'est la forme la plus concrète, je crois, hein, de gouvernance alternative, disons, qui existe, à ma connaissance. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et donc voilà, ça valait cette petite mention. Mais donc, dans le vide d'innovation, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que donc on a des tokens, des modèles, un token de gouvernance égale à un vote, qui sont là, qui tournent depuis un petit bout de temps, qui a priori vont pas changer pour la plupart des DAO, s'il n'y a pas de volonté d'en changer, vraiment, de courage, qu'importe, de capacité, que sais-je, j'en sais rien, je vais pas juger de ça. Mais du coup, ce qui se passe, eh bien, c'est... alors là, on va prendre le temps parce que ça va être critique pour les prochains mois. C'est un peu une pré-marathon VE service ce qu'on est en train de faire là, en fait. Mais c'est moi ce que j'appelle la liquéfaction de la gouvernance. C'est-à-dire, un token égale un vote, et ça reste comme ça. Très bien. Eh bien, on va faire du marché de lending sur ton token de gouvernance, on va faire des mécanismes d'amplification et de concentration de ta gouvernance avec délégation, et on va faire des mécanismes de séparation des rendements et de la gouvernance des tokens pour concentrer encore plus la gouvernance quand c'est nécessaire. En gros, si vous voulez, c'est l'approche que on va vers, comme je vous le disais, on va pousser ce modèle jusqu'à son paroxysme, dans la logique où ce modèle met en place une plutocratie où les personnes qui ont le plus de tokens décident, et, mais dans le modèle, disons, basique, non liquéfié, on va le dire comme ça. C'est vraiment la possession à un instant T qui importe, alors que dans le modèle liquéfié, donc on commence à avoir des mécanismes d'emprunt, de bribes, ainsi de suite, on va détailler tout ça. Là, ce qui devient important, c'est la capacité de mobiliser à un instant T. Et c'est pas forcément la même chose que la possession de tokens. Euh, c'est plus subtil que ça, quoi. Euh, donc, vous doutez bien, on va parler de bribe, d'achat de vote, de ce qui se passe à ce niveau-là. Mais avant ça, toujours un peu de contexte. Et c'est un truc que Vitalik m'a aidé à remettre dans cet contexte-là, justement, en écoutant le podcast, que j'avais un peu oublié. C'est que les bribes, en soi, c'est pas nouveau en crypto. C'est-à-dire l'achat de vote ou des choses comme ça. Et notamment une situation qui est déjà arrivée de quantité de fois assez importante, c'est la situation où un échange centralisé a voté dans une décision qu'importe avec les fonds de ses utilisateurs. Et ça, c'est vrai qu'en gros, Vitalik le décrivait comme une forme de bribery où euh, l'échange apporte à chacun de ses utilisateurs une forme de confort, de praticité, qu'importe, des services, et en échange, soutire cette capacité de vote euh, pour faire ce que le bon lui semble avec. Donc ça, c'est déjà une forme d'achat de vote, de bribery en soi. Et c'est quelque chose qui existe, qui est tout à fait faisable, mais surtout, encore une fois, qui se passe dans le monde off-chain, disons pas DeFi, quoi, donc sans transparence, sans laisser de traces, et ainsi de suite. Là où, pour moi, ça devient plus intéressant, c'est quand on commence à regarder du côté des mécanismes qu'il y a maintenant, où on peut faire des bribes, disons, plus assumés, et donc vraiment pousser ce modèle à outrance. Donc là, bien sûr, on arrive sur tout ce qui va se passer au niveau de curve convexe Gaussian. On va en parler tranquillement. Mais avant ça, il faut aussi rappeler là
que il y a déjà une autre forme euh, de bribe, si on veut être exhaustif, qui existe depuis à peu près la nuit des temps. En tout cas, on va maintenant, allez, on continue notre petite discussion, on va restreindre la discussion à Curve maintenant, parce que c'est là où c'est le plus pertinent et le plus avancé en termes de ces mécanismes-là dont je discute. Euh, qui est donc que sur Curve, il y a déjà une forme de bribe avant même tous ces mécanismes-là, qui est que tout simplement un projet peut décider d'ajouter une incentive dans son token natif à une pool donnée, comme c'est le cas par exemple sur la pool SUSD, donc la fameuse, c'est la première historiquement qui l'a fait, donc la pool Synthetix, où vous avez du token Synthetix, mais aussi la pool MIME ou d'autres. Le truc, c'est que maintenant, en plus de ça, donc, on a le niveau euh, bribe, .crv.finance de Cronier. Je crois que c'est comme ça. Ah putain, j'ai pas de MetaMask de toute façon. Bon, donc, on a le bribe crv.finance qui permet l'achat de vote au niveau des VECRV. Et on a aussi Votium qui permet aux possesseurs de CVX de déléguer en fait leur CVX à Votium ou de voter eux-mêmes pour des bribes et, euh, et donc voilà, de mobiliser la capacité de vote de VECRV auquel ils ont le droit et d'être rémunérés si des bribes sont disponibles pour leur vote. Maintenant, il y a un truc aussi assez important à avoir en tête, c'est que, comme je vous le disais, en termes de rendement, je pense que en fait c'est un peu classique, mais on a beaucoup de mal à estimer la valeur de la gouvernance. Ça, je pense que c'est un peu une constatation, quoi, disons. Et c'est peut-être grandement et souvent sous-évalué, euh, dans le sens où, bon, voilà, on va parler de ce qu'on connaît. Donc, Bribe.crv, ça tourne depuis 5 ou 6 semaines maintenant. Attends, je ne l'ai pas fait avant le live, mais je vais le faire vite fait avec un petit calculateur et presque de tête pour vous donner une idée, parce que moi j'ai été joyeusement bribé depuis le lancement de Bribe.crv et je vous donne le rendement donc sur 5 semaines. Euh, voyons voir. Donc, sans vous donner les détails, mais juste le chiffre en pourcent, je pense que ça suffit. Euh, Donc en gros, en prenant la valeur actuelle des CRV, euh, qui n'est pas forcément donc le prix où moi je les ai achetés, bien sûr, hein, vous vous doutez bien. Donc ça, après, chacun fait avec son prix d'achat. Euh, hum, donc on aurait, ça fait un rendement sur 6 semaines, donc 5 semaines, qui est de pratiquement 10%. Donc, si on l'extrapole à l'année, juste pour que... il faudrait à peu près le multiplier par 9 quasiment. Voilà, on va dire pour arrondir, pour être simple, à première vue, à première estimation, on est sur à peu près 85% de rendement annuel en partant de l'hypothèse et de l'extrapolation que ça continue comme ça pendant une année. Dans ma situation, moi en tout cas, où j'ai été bribé donc en spell pour voter avec mes VECRV sur la pool MIME sur Curve. Et ah oui, tiens, bah, super, merci Insinute 4. On a aussi là dans le chat, il nous dit Votium a donné un prix de 0,077 dollars par VLCVX pour le premier bribe. C'est pas fifou. Alors après, le truc, c'est que je pense que peut-être ce qui s'est passé, c'est que
comment dire, il y a un peu la première vague et la première vague de bribe a été très rémunératrice parce qu'il n'y avait pas grand monde qui a, qui a participé puisqu'il fallait des VECRV disponibles. Euh, et ouais, comment dire? Ok, donc ouais, Gateshead nous donne à peu près le rendement pour le chemin VLCVX, on serait à peu près sur 1% semaine. Et donc, bah, a priori, extrapolé à l'année, pareil, une cinquantaine de pourcents. Euh, donc vous voyez, on est quand même sur des chiffres beaucoup plus conséquents que ce que les gens ont en tête à première vue, parce que tout simplement la gouvernance sur Curve, ça a une vraie valeur économique mobilisable très concrètement, quoi. Et ça, faut pas l'oublier. Euh, donc à voir quels vont être les chiffres long terme, hein. Mais moi, c'est tout à fait en perspective avec ce à quoi je m'attendais. Depuis le début, je m'attends à des chiffres entre 30 et 50% annuels sur VECRV pour sa capacité de vote. Euh, et bon, d'ailleurs, ça c'est le sujet d'un article que je suis en train d'écrire. C'est peut-être que, allez, vous pouvez vous le donner un peu en aperçu, que donc en gros avec Cevix on a séparé, avec Convex il y a la séparation euh, capacité de rendement CRV sur le CVX CRV, capacité de gouvernance sur le Votelock CVX, VL CVX. Maintenant la question se pose euh, qui est que initialement ce qu'ils ont fait c'est que ce qui sont les paramètres actuels euh, c'est qu'ils ont dit 10% de tous les CRV farbés sur Convex, ça part au staker CVX-CRV, et de l'autre côté, 5% initialement et maintenant 1% en plus pour les vote lockers partent pour les stakers CVX. Donc c'est une distribution. Mais vous voyez bien que derrière cette distribution, il y a une forme d'assumption sur quelle est la valeur de la gouvernance versus quelle est la valeur du rendement-rendement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui se passe ou pas, peut-être pas encore, hein, mais ce qui est pas improbable en tout cas, c'est que peut-être que la gouvernance en elle-même a été sous-évaluée même à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce qu'on donne aux CVX, CRV Staker pour compenser le fait qu'ils n'aient plus leur capacité de gouvernance, en fait, on les arnaque, quoi. À terme, c'est pas impossible. C'est-à-dire, ok, ils ont 10% de CRV, des CRV fermés par convexe en comptant, mais en fait, on leur donne peu par rapport à ce que de l'autre côté, les stakers CVX arrivent à obtenir en mobilisant leur capacité de vote VECRV et en récoltant les bribes correspondants. Ça, c'est un scénario qui n'est pas impossible et peut-être qu'à terme, ça amènera à un réajustement de la balance sur convexe. C'est-à-dire 10% vers les CVX CRV et 5% vers CVX. Peut-être qu'en fait, il faut la compresser encore un peu plus dans l'autre sens. C'est-à-dire que à terme, peut-être que ce sera plus que 1% vers CVX et plus de pourcents sur le CVX CRV. À voir, sachant que les deux, de toute façon, ont des mécanismes d'émission continue, et notamment avec la nature de convexe, euh, ça continue la quantité des CV servés continue d'augmenter à une vitesse assez impressionnante. Je pense on va continuer en vitesse de croisière jusqu'à 150, 200 millions de CRV. Et après, peut-être que ça va un peu plus se caler parce qu'il commence à y en avoir moins de disponibles. Mais avant ça, il y a de quoi faire. Donc pour revenir et pour finir sur la discussion sur le rendement de la partie gouvernance de VECRV, euh, il a été probablement excellent sur les premières semaines à plusieurs niveaux. Donc bon déjà, peut-être que j'ai eu de la chance sur mon choix en termes de pool, puisque comme je vous disais, moi j'ai voté pour la pool Spell, donc MIM, qui paye en Spell et qui payait assez bien. Mais en plus de ça, le token Spell, bah, sur le mois où j'ai voté, il a dû doubler en prix ou un truc comme ça. Ouais, c'est à peu près ça. Donc ça aide aussi à faire apprécier le rendement. Euh, et outre ça, tout ça, ça se passe avant que Convex rentre dans le game avec ses 100,102 millions de VECRV de capacité de vote. Il faut se rendre compte que, en gros, Convex, c'est le gros poisson qui a dilué la ferme dans cette histoire-là. Bon, on s'y attendait, c'est normal, hein, mais du coup, c'est peut-être pour ça que là, cette semaine, ça va pas être aussi impressionnant, mais que avoir après à terme, ça va aussi rendre le marché beaucoup plus efficace, puisque d'un coup, bon, j'ai pas les chiffres en tête, mais mettons qu'on passe de
allez, peut-être 20 millions de VECRV à acheter au vote sur Bribe CRV. À coucou, moi j'en ai 100 millions à vendre au plus offrant. Vous voyez bien que ça change un peu l'ampleur du game. Euh, et donc ça va devenir de plus en plus critique et ils vont tous un peu s'y mettre. J'en ai même vu maintenant la poule ou d'autres. Donc tout ça, en gros, ça aboutit à ce que j'appelle cette liquéfaction de la gouvernance, à voir à quoi ça nous mène à terme. C'est une belle situation pour les possesseurs VECRV et CVX, ça c'est sûr. Maintenant, la question c'est sur le long terme du protocole. Est-ce que ça aboutit aux meilleures décisions en termes de comment on utilise euh, cette production de tokens, vers où on l'alloue? Ça, c'est plus dur de répondre. C'est pas, honnêtement pour moi, c'est pas, ça me semble pas délirant comme proposition, quoi. Ça a de la pertinence. Euh, et c'est vraiment plus une question de voir comment ça va évoluer en situation plus mature. Euh, et donc, notamment, on avait prévu le live avec Charlie sur l'écosystème VECRV pour début octobre. Est-ce que ça nous laissera le temps ça nous laissera, je crois que j'avais calculé pour que ça soit après 2 rounds de vote. Euh, qu'on ait pu voir un peu comment ça se passe concrètement, ce marché des votes. Et il y avait un autre truc, c'est quoi, c'est serv.vote, je crois. Je sais plus, c'est peut-être celui-là. Non. Euh, J'essaie de le retrouver, un truc comme ça. Il y a un site qui vous mettait, qui vous résume un peu les différentes pools euh, et les bribes qui sont dispo. Ah, je sais plus, hein. Si je vous le retrouve, je vous le mets. C'était un truc serv.vote, curve.vote, un truc comme ça. Peut-être curve.vote. C'était pas mal juste pour voir concrètement. Non, moi. Si je vous le retrouve, je vous le mets quelque part. Euh, pour suivre un peu qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Mais donc voilà, en gros, on arrive sur un système de mise aux enchères de, euh, de la gouvernance, en tout cas pour les décisions de gauche, et potentiellement aussi après pour les décisions de gouvernance simplement. Euh, faut aussi avoir en tête que en fait, euh, permettre l'empreinte token de gouvernance pour les autres protocoles, pas pour Curve, parce que pour Curve, c'est plus compliqué. Mais pour les autres protocoles, ça revient à peu près au même. Alors pourquoi pas pour Curve? Parce que pour Curve, il faut le locker pendant X temps. Donc soit vous acceptez que vous allez emprunter des CRV, mais les locker, qu'il y a une petite période pour pas trop prendre de risques sur le temps, donc pas avoir beaucoup de capacité de vote, ou alors maintenir l'emprunt sur 4 ans, mais dans ce cas-là, bon, autant les acheter. Alors que dans un système où la gouvernance est liquide, c'est plus envisageable d'emprunter, je sais pas, un bon paquet de jetons pour les 2 mois où vous avez besoin de faire votre proposal, faire passer votre truc et peut-être faire une autre proposal après. Et, euh, et une fois que vous avez eu ce que vous voulez, les rembourser. Donc en fait, ça revient au même que les mécanismes de bribe. C'est vraiment, moi je pense, le bon prisme de lecture là, c'est séparation de l'intérêt, disons, économique du token et de l'intérêt de gouvernance, quoi. Donc là où c'est vraiment clair, c'est sur un truc comme VECRV, où dans l'intérêt économique, il y a du rendement direct, vu que c'est un actif productif. Là où c'est peut-être un peu moins clair, c'est sur des actifs comme Maker, par exemple, où il n'y a pas de rendement sur Maker, mais en fait, une situation d'emprunt, ça aboutit quand même à la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, la personne qui prête son Maker garde une exposition au token maker, une exposition économique, disons, même s'il n'y a pas de rendement derrière, et la personne qui emprunte gagne la capacité de gouvernance, potentiellement, elle peut faire ce qu'elle veut avec ses makers pendant qu'elle les a. Euh, mais a priori, l'exposition économique est assez limitée, voire nulle, puisque bon, ils ont fait qu'emprunter, ils vont rembourser, ils ne sont pas vraiment impactés par ce qui se passe sur le token, euh, s'ils le gardent en tout cas tel quel. Donc voilà, c'était à peu près mon point sur cette thématique-là. J'espère que ça vous aura fait un peu réfléchir. Euh,
Alors, une autre question de Lyon, là. La gouvernance de Curve me semble géniale, mais difficilement transposable à d'autres protocoles. Finalement, le lock de token n'est-il pas le mécanisme le plus efficace pour recentrer la gouvernance sur les holders plus engagés et sophistiqués? Euh, Bah, c'est un peu ce qui se passe au niveau de Curve, oui. Alors, est-ce que c'est les plus sophistiqués? Je sais pas, mais ça a l'air d'être en tout cas des holders assez actifs, impliqués et qui suivent à peu près ce qui se passe, quoi. Euh, Vu les réactions au Bride, notamment. Hum, Après, pour eux, est-ce que c'est le mieux? Je me dis, ça va permettre. Faut vraiment voir sur le long terme ce que ça donne, quoi. Et a priori, c'est vrai que c'est une des gouvernances qui s'en sort encore le mieux, moi, je trouve, à l'heure d'aujourd'hui. Euh, le modèle est repris par d'autres protocoles, mais j'ai l'impression qu'il est souvent mal compris. Il est repris un peu juste dans la logique de, ah, on lock notre token pour faire du VE token de gouvernance. Mais il n'y a pas forcément un peu toute la construction autour de Curve, avec les gauches, avec le fait que la position qu'occupe Curve et toutes les synergies qu'il peut y avoir. Euh, mais c'est vrai que oui, comme tu le soulignes, ça résout pas du tout le problème de la plutocratie, voire ça l'amplifie, hein, il faut être conscient de ça. Donc c'est-à-dire que une gouvernance liquéfiée au maximum, c'est la plutocratie idéale. C'est vraiment plus j'ai de dollars, plus je peux mobiliser de puissance de vote et ça amplifie même cette dimension plutocrate. Euh, donc c'est à voir où ça va nous mener. Après, ça met un coup à la gouvernance qui, du coup, rajoute aussi peut-être une certaine inertie et peut être bénéfique sur le long terme. Je sais pas. C'est vraiment, on en est au balbutiement de ces approches-là. C'est c'est chouette qu'il se passe enfin un peu quelque chose, un début de truc sur les dégâts, parce que je vous avoue que je commençais à me dire que bref, j'en avais marre de vous parler de gouvernance décentralisée où c'est un peu tout le temps le même chapitre. Coucou, on est encore à l'âge de pierre. Oui, bah, il y a des gars qui meurent comme des cons à l'âge de pierre. Oui, on meurt à 30 ans. Ah bon, on ne le savait pas. Non, non, on attend tranquillement de découvrir le feu. Voilà, c'était un peu frustrant. Donc, à voir où ça nous mène d'ici les prochains mois, prochaines semaines. Je pense qu'on va. Le prochain gros point à ce niveau-là, comme je vous le disais, ça va être ce marathon prévu. Hop, je regarde le calendrier, comme ça je vous dis pas de bêtises. euh, Prévu le 5 octobre, dans 2 semaines, avec Charlie. On va vraiment aller dans tout le détail de l'écosystème étendu sur VECRV. Et après, ouais, à voir si on va avoir des protocoles DeFi qui sont un peu plus, comment dire, un peu plus, ah, pardon, j'ai beaucoup de mots qui m'échappent aujourd'hui. Ambitieux. Ambitieux serait peut-être le mot, ouais. Ambitieux sur comment ils vont approcher ça. Euh, Alors, voilà, on en revient à tout ce qu'on disait il y a 15-20 minutes sur NFT, preuve d'accomplissement, potentiellement même d'autres trucs, hein. Vraiment, moi, je suis surpris qu'on n'ait pas expérimenté, quoi, parce qu'on peut vraiment faire plein, 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 plein de choses, quoi. Euh, je veux dire, encore une fois, c'est moi ce qui, je pense, est le plus excitant, c'est vraiment euh, juste, on coupe cette logique un token, un vote, on revient à une personne, un vote, en fait, et après on repondère. Mais le truc, c'est que ce choix de la pondération, en fait, c'est le choix ultime, et j'ai envie de dire, de toute communauté. C'est la question à 1 milliard, 2 milliards de dollars, mais partout. C'est en gros, quelle voix pèse? C'est aussi simple que ça. Ça, c'est plus ça va, plus je me rends compte que c'est la question mais fondamentale de l'espèce humaine, quoi. C'est littéralement le problème de coordination, c'est ça. C'est quelle voix pèse combien par rapport à une autre. Pourquoi, quand lui il suggère ça, on devrait a priori l'ignorer, alors que quand lui il parle avec le contexte social qu'il a, on a priori devrait l'écouter et peut-être que potentiellement sa voix pèse plus dans un vote ou autre. Tout ça, c'est indispensable en fait. Et c'est le truc qui est très chiant, c'est que c'est indispensable pour scaler, mais en même temps c'est extrêmement dur de le faire bien, et c'est extrêmement, c'est un terreau très fertile pour les abus, puisque ça implique mettre des gens, des systèmes, ou qu'importe, en position de déterminer qui pèse combien. Et évidemment, c'est, voilà, pour être un peu vulgaire, excusez-moi, mais quand vous donnez à quelqu'un le mètre pour mesurer les quéquettes, on sait que forcément il va y avoir des abus d'une forme ou d'une autre. Un gars qui va le payer pour aller rajoute-moi 2 centimètres, un autre enlève 2 centimètres au voisin, ou peut-être que, enfin, on s'en fout, mais vous avez compris l'idée. C'est que forcément, il va y avoir
tout un tas de jeux autour de ça. Et la question, c'est comment on fait un système qui est capable de soit, en gros, avoir une sorte d'attribution objective là-dessus. Ah, tu participes au community call, plus tant de points, tu fais ci, plus tant de points, plus tant de points. Avec un système de résistance aux attaques, le gars qui clairerait plein de comptes ou des choses comme ça. Mais là, voilà, c'est une certaine complexité. Ou alors, on pourrait même envisager, moi ça me dérangerait pas en soi, parce que ça serait déjà bien mieux qu'un token, un vote. Par exemple, nouveau protocole DeFi qui se lance, ok c'est cool, il fait, je sais pas, du lending qu'importe, il y a un token de gouvernance, eh bien, je sais pas, première décision, il décide de voter pour un comité qui va mettre en place la gouvernance pour les 3 premiers mois. Ça, on l'a déjà vu, pourquoi pas, très bien, allez, ça roule. Et ce comité met lui-même en place un premier système de scoring communautaire avec quelques membres qui ont émergé, qui sont élus, votés, qu'importe, on s'en fout. Vous voyez l'idée, on peut en gros construire de la base. C'est un peu la même question de, ok, si on reprend le pouvoir politique, mettons, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va faire une constitutionnelle, blablabla. C'est un peu le même mécanisme là. C'est comment on peut faire ça proprement? Bah, on repart de la base et on construit communautairement, avec transparence, avec des mécanismes de recours, ainsi de suite. Et oui, c'est un travail long, chiant, douloureux, qui fait péter des têtes, qui peut être kafkaïen, qui va parfois être même proche de l'impossibilité, mais en même temps, c'est la seule manière qu'on connaisse. Enfin, que je connaisse en tout cas. Et ouais, allez hop, pour finir, je vais peut-être finir avec ta question, Kael DB. Du coup, comment définir une personne à part son wallet en gardant l'anonymat? Ben, c'est là où c'est beau en fait, c'est qu'on a, voilà, alors là, on a un boulevard d'options pour répondre à cette question. C'est aussi pour ça que je te l'apprends, je t'avoue. Ben, parce que ça va de. Donc, en effet, moi, là, je te parlais tout à l'heure de solutions type Proof of Humanity, où, a priori, ça dépend ce que ta définition de l'anonymat, parce que déjà, garde en tête que sur Proof of Humanity, en soi, tu dois montrer un visage associé à un wallet avec un pseudo, mais tu ne dois pas forcément révéler ton nom. Donc, déjà, si c'est un anonymat soft, disons, que tu avais en tête, ça peut être un système qui correspond. Mais après, sinon, on bascule plus dans la logique de ce que je disais, plutôt de vérifier l'identité, qui tu es et pourquoi je devrais te laisser rentrer, te laisser voter, te laisser peser plus dans le vote. On va dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi toi, tu devrais pouvoir prendre part sur cette décision? Pourquoi ton vote, il est plus important qu'un autre? Et là, en l'occurrence, quand on rentre dans cette logique-là, bah, ok, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu étais là à tous les community calls précédents depuis les 3 ans quand on a créé le protocole? Je sais pas combien de temps ça fait que tu holds le token. On peut prendre plein de paramètres en compte on-chain. Est-ce que tu as utilisé le protocole? La taille de ta position? Potentiellement, voilà, quantitatif, qualitatif. Mais tu vois, vraiment tout un jeu de facteurs qui ne sont pas liés euh, à qui tu es, mais qui permettent quand même d'authentifier, d'attester, de vérifier que tu as une forme d'engagement avec le protocole, une forme de connaissance, une forme d'implication dans la communauté pour tout ce qui est POAP, choses comme ça. Ah, toi, ok, tu parlais du côté unicité, mais avec l'anonymat. Bah, c'est là où ça devient vraiment très très dur, hein, parce que on en revient un peu sur la discussion de la semaine dernière avec Nola, où on vous disait le compromis en blockchain, c'est tout. Un des compromis les plus compliqués, c'est celui-là, hein. C'est-à-dire, comment tu fais de l'anonymat avec de la civil resistance, si on le met en simple, et de l'anonymat total où idéalement, tu n'aurais pas besoin de montrer ta tête. Euh, Là, franchement, je t'avoue que, à ma connaissance, il n'y a rien de crédible au stade de la pratique. Il y a peut-être des choses théoriques un peu faux-folles, mais pas implémentées. Euh, mais parce que c'est pas évident du tout, quoi. Euh, et surtout si tu veux le faire sans point central de confiance, quoi. Parce qu'à la rigueur, tu pourrais le faire avec peut-être des mécanismes ZK ou autres en t'adossant sur un mécanisme du monde réel qui te permet de vérifier euh, l'unicité d'une personne en version ZK si tu veux. C'est-à-dire, pour faire simple, je veux vérifier que des gens sont uniques. Je vais dire par exemple, ok, moi je fais confiance aux, je sais pas, aux nationalités, ça me va comme critère d'unicité. Donc je vais vérifier une nationalité, française, qu'importe ou autre. Donc je demande des cartes d'identité. Mais attention, moi je veux pas ta carte d'identité, en fait, je veux juste une preuve ZK que tu as une carte d'identité de l'État français ou d'un État valable dans le registre. Tu vois la logique, en gros, je ne vérifie pas ton identité, je vérifie juste que tu es en possession. En fait, tu me prouves que tu es en possession d'un document
authentique, qui provient effectivement, idéalement, de, je sais pas, l'émetteur, carte d'identité français, blablabla. Et ça permet de, du coup, par proxy, hein, parce qu'on passe par ce proxy de la nationalité, vérifier ton unicité sans te doxer, puisque a priori tu n'as fait que tout ce que tu m'as envoyé, c'est une preuve de possession d'une carte d'identité. Donc ça te doxe en mesure de tu es un parmi 68 millions de Français. Ça va, il y a pire comme doxing, quoi. Euh, donc voilà, à voir si on a des trucs qui vont émerger là-dessus. Euh, mais ouais, à ma connaissance, c'est à peu près tout ce que je vois. Et le live est dispo en replay bah, dès que c'est fini et je vous les mets sur YouTube peu de temps après. Et pardon. Si vous avez, ouais, je vais vous laisser un petit peu de temps pour les questions, c'est d'en avoir quelques-unes, mais sinon je crois qu'on va s'arrêter là. C'est assez rapide pour aujourd'hui. Euh, Parce que c'est pas le marathon réflexeur que j'aurais voulu faire, désolé. Mais on va y venir. Et ouais, franchement, creuser cœur, Votium, convexe, je pense que c'est vraiment important. Depuis le temps que je vous en parle, j'espère que vous l'avez déjà fait, parce que sinon, quand même, je suis un peu triste. Mais je pense que maintenant, vous avez compris aussi la pertinence de la chose, et pas juste parce que le token convexe est à 4 fois le prix et CRV à 3 fois ou qu'importe, mais vraiment parce qu'il y a. Concrètement, moi, je suis la DeFi et j'ai passé à peu près tout l'été à suivre ça, parce que c'est, entre autres, mais principalement ça, parce que c'était le truc le plus intéressant, là où j'apprenais des choses, en fait, hein, et je stimulais un peu mes neurones, et notamment, à mon niveau personnel, dépasser un peu cette logique, cette peur de la bribe. Parce qu'au début, j'étais très quand même, là, acheter des votes, je sais pas, bla. Projection un peu morale, éthique dessus. Au final, maintenant, voilà, vous l'avez compris, je suis plus dans une perspective de bon, c'est là, ça liquéfie la gouvernance, ça pousse la logique à son paroxysme. On verra bien où ça nous mène. De toute manière, mieux vaut expérimentation, même un peu hasardeuse, que statu quo, quand on sait que le statu quo, c'est l'âge de pierre, quoi. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et, euh, et voilà pour aujourd'hui. Et ah oui, c'est vrai, il est où? Je l'ai plus. Ah, je voulais juste vous remettre le petit. Non, tant pis. Je voulais vous remettre le petit podcast de Vitalik. Je crois qu'il est au début du chat si vous remontez. Attendez. Parce que, en soi, ouais, c'est bon, il est là, je vous le remets. En soi, c'est un peu, c'est une bonne suite si ça vous a donné faim et que vous voulez creuser encore plus le sujet qu'on a parlé ce soir. C'est d'aller écouter donc Vitalik chez Bankless. Bon, c'est en anglais. Mais ça parle vraiment de sujets similaires. Mais Vitalik va plus, comme je vous disais tout à l'heure, va plus lui au niveau des layers 1, de comment les décisions de gouvernance décentralisée, comme on vient de discuter ce soir, sont prises, mais au niveau d'un réseau comme Ethereum, là où nous, bon, on est parti du gros niveau, mais on a progressivement fait un entonnoir pour voilà, après aller parler plus de comment elles sont prises au niveau des applications de finances décentralisées construites sur Ethereum. Et on a même recentré après sur une application en particulier qui est Curve, parce qu'elle a tout un écosystème foisonnant construit autour. Et donc, ça en fait un exemple instructif. Et voilà, du coup, moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. On se retrouve ce jeudi pour un live NFT. Ça fait longtemps, ils reprennent aussi. Où il y aura sans doute oui, il y aura un petit NFT ou deux à gagner. Et pour ceux qui sont DeFi only, franchement, élargissez vos horizons, mais je respecte quand même. Donc pour les DeFi only, ceux qui ne veulent que de la DeFi, on se retrouve mardi à 17h, comme d'hab, où là, ça sera avec Pascal de Jarvis Network. On parlera plutôt en ramp. On va parler du JR et notamment aussi un peu, il y a plusieurs protocoles qui ont émergé au niveau des, disons, représentations de fiat alternatives autres que le dollar. Il y a Angle, par exemple, et il y a aussi toute la construction de Cronier avec le IBFF, je ne sais plus quoi, où ça fait il y a la devise coréenne, australienne, et ainsi de suite, et même l'euro. Donc on fera un peu le tour de tout ça. Voilà. Allez, bonne soirée, à bientôt.